Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, pardon, et bienvenue dans notre webinaire sur la place du local et de l'associatif à Mayotte dans le cadre du relèvement post-Chido. Il y a beaucoup de sujets dont on aurait pu traiter dans le cadre de ce webinaire, mais on a choisi de se concentrer sur la valorisation du local, des acteurs locaux, des initiatives citoyennes et de la société civile. Donc, nous sommes heureux de poursuivre ce cycle de webinaire 1 heure pour comprendre. Ce soir, nous accueillons Bernard Guézot et Edia Gelassi, que je vais présenter juste après. Et j'interviendrai également dans le webinaire en tant que chargée de mission Outre-mer de notre association. Et justement, avant de leur laisser la parole, j'en profite pour présenter un petit peu notre association. Donc, l'AFPCNT, c'est l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et notre principale mission, c'est d'œuvrer en faveur du développement de la culture du risque et de la résilience des territoires, donc à la fois en hexagone et sur les territoires ultramarins. Donc, dans le cadre de notre priorité d'action sur la montée en compétence des acteurs dans le domaine des risques et la sensibilisation dans ce domaine, nous avons décidé de lancer ce cycle de webinaires gratuit qui est accessible à tous et qui dure 1 heure, donc de préférence en fin de journée. Et on choisit à chaque fois d'éclairer sur un sujet particulier qui est lié au risque majeur. Donc, dans des précédentes éditions, on a pu parler de la résilience alimentaire, de la culture du risque et de la sécurité civile, du recul du trait de côte, des risques NATEC et bien d'autres sujets. Et donc, dans le cadre de ces webinaires, vous pouvez retrouver tous les supports de présentation qui sont utilisés à chaque fois sur notre site internet et retrouver également le replay vidéo sur le site et sur notre chaîne YouTube. Donc, durant tout le webinaire, qui dure 1 heure avec environ 35 minutes de présentation et le reste pour des questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, je vais désormais laisser la parole à Bernard Guézot, donc, qui est expert en résilience et vulnérabilité des territoires reconnu par le ministère en charge de l'écologie et qui est aussi pilote de la mission animation territoriale et intersectorielle de la FPCNT. Et ensuite à Edia Gelassi, qui est architecte spécialiste des risques majeurs, mais qui est aussi notre référente locale bénévole de la FPCNT à Mayotte. Pardon. Donc Bernard, je te donne la parole pour introduire ce webinaire. Merci Céline et bienvenue à tous les participants, les participantes à ce webinaire sur le relèvement post-Chido à Mayotte et la place du local et de l'associatif. Alors, Mayotte est une des 4 entités de l'archipel des Comores qui est constituée par Mohéli, par la Grande Comore, Anjouan et Mayotte. Et cet archipel situé dans l'océan Indien se trouve, comme vous le voyez sur la carte, situé entre la côte est de l'Afrique, le Mozambique, et puis la côte ouest de Madagascar. Donc cette île est un département français depuis 2011. C'est également une région ultra-périphérique de l'Europe depuis 2014. Et donc, cette île est située, cette presqu'île, puisqu'elle est constituée de 2 îles principales, est située dans l'océan Indien à environ 2h20 d'avion d'un autre département français de l'océan Indien, qui est l'île de la Réunion. Mayotte, vous connaissez tous l'actualité, c'est un département qui connaît depuis quelques années des crises multiples de sécurité, crise de l'eau, dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois, crise sociale, et ce département a été frappé le 14 décembre dernier par un cyclone très violent, le cyclone Chido, qui a dévasté l'archipel, qui a fait des victimes, des traumatismes dans la population et a occasionné des dommages majeurs. Alors, face à cette situation, on ne va pas vous refaire tout l'historique, simplement signaler que l'Assemblée nationale a adopté le 24 février 2025 une loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte, une loi qui prévoit la mise en place d'un établissement public de reconstruction de Mayotte, donc dédié à ce projet,
Et un projet de loi programme Mayotte debout est en cours de préparation. C'est d'actualité puisque, comme vous le savez, le président Macron était hier à Mayotte et a bien sûr refixé un calendrier pour l'adoption souhaitée de ce nouveau projet de loi avant la coupure estivale du mois de juin-juillet. Face à ces réponses juridiques et institutionnelles et à la complexité aussi de la situation de ce territoire, se pose de notre point de vue la question de la place à donner au local dans le relèvement. La question est la suivante: comment les acteurs locaux, les associations, les forces vives du territoire, qui sont souvent dispersées et isolées, peuvent-elles tisser une toile qui participe activement de la résilience de Mayotte dans le contexte post-Chido? Donc voilà un petit peu le sujet de ce webinaire. Alors la carte d'identité de Mayotte, si on veut être relativement rapide, d'abord c'est une île d'origine volcanique. C'est en fait la partie immergée d'un cône volcanique qui descend en profondeur jusqu'à 3400 mètres sous le niveau de la mer. Et en fait, ce cône immergé, on en voit 2 à 3% seulement, et c'est Mayotte. Et en s'enfonçant naturellement à l'échelle géologique, Mayotte a fait surgir une barrière de corail qui est très connue et qui a généré un lagon qui entoure Mayotte. Alors c'est une île de 376 km². C'est pas très grand, c'est un peu plus petit que la métropole de Montpellier qui fait 421 km². La population, 320 000 habitants selon l'INSEE en 2022, c'est l'équivalent de la population de la ville de Nantes, pour vous donner un repère. Il y a 2 îles principales, la Grande Terre et la Petite Terre. Le climat est tropical. Nous avons un conseil départemental à Mayotte. Je crois que le projet de loi de refondation de Mayotte prévoit que Mayotte soit érigée en département et en région. 17 communes, 5 intercommunalités, une université à Mayotte. On avait jusqu'à fin 2024 un centre universitaire et on a maintenant une véritable université à Mayotte. Et puis le chef-lieu est Mamoudzou. Céline, à toi. Alors, Je te repasse la parole. merci Bernard. Donc le lien entre l'AFPCNT et Mayotte, ça a commencé avant Chido, puisque en 2023, tout début 2023, on a créé ce qu'on appelle à l'AFPCNT un groupe local. Donc c'est un groupe qui réunit en fait les différents acteurs locaux en lien avec la réduction des risques de catastrophes, qui soient soit impliqués directement dans leur profession dans ce domaine, soit intéressés par la thématique. Et donc, ce groupe local à Mayotte, il réunit une vingtaine d'acteurs de la réduction des risques, à la fois des associations, des collectivités, des représentants de l'État, des architectes ou des chercheurs, mais aussi des citoyens qui peuvent être intéressés par ces thématiques-là. Et l'objectif, en fait, est de se réunir pour identifier les problématiques, donc les besoins et les publics cibles de ce territoire en matière de réduction et de prévention des risques. Et donc, on co-construit ensemble avec le groupe local un programme d'action qui répond à ces besoins et publics identifiés. Donc, depuis 2023, à Mayotte, on a pu travailler sur différentes thématiques comme la culture du risque, avec des villages de sensibilisation, des outils pédagogiques développés localement. Sur la thématique également de l'habitat résilient face au risque, qui est une demande locale importante. Sur aussi la thématique de la solidarité interassociative, donc comment on peut mieux sensibiliser les associations non spécialistes de ces risques et les faire travailler ensemble pour qu'elles prennent part à cette sensibilisation auprès des populations. Sur la thématique également des risques sanitaires et naturels, on a pu travailler en partenariat avec l'Université de Mayotte sur le lien entre risque cyclonique et épidémie, donc risque sanitaire. Et toutes ces actions, donc à chaque fois, elles se font en partenariat avec des institutions, des organismes locaux, donc comme l'Université de Mayotte, dont je viens de parler, la commune de Tsamboro, par exemple, avec qui on a une convention de partenariat, les associations Licolidago ou les naturalistes de Mayotte, la DEAN ou le BRGM. Donc notre association à Mayotte, elle s'inscrit dans ce cadre.
Donc aujourd'hui, pour arriver à notre sujet de l'associatif et de la place du local à Mayotte, on souhaiterait présenter un petit peu les enjeux à la fois sociaux, économiques, démographiques, mais aussi climatiques et environnementaux qui sont liés à ce territoire pour mieux comprendre dans quel contexte on se situe et comment ce contexte, il met aussi en lumière et il impulse des initiatives localement pour faire face à la situation post-Chido. Donc, on va d'abord parler de la dynamique démographique du territoire qui représente un enjeu important puisque, comme on peut le voir sur ce graphique, on a une croissance exponentielle de la population depuis les années 1980 où on avait environ 50 000 habitants dans les années 80 et aujourd'hui, comme a pu le dire Bernard, environ 320 000 habitants. Donc toute cette dynamique démographique, elle pose des enjeux majeurs en termes d'adaptation des infrastructures et aussi de la concentration de la population, notamment au niveau urbain, puisque cette croissance, elle est surtout urbaine. Et donc, on a des besoins d'adapter à la fois les services publics, de les dimensionner face à cette croissance démographique, et aussi les infrastructures, comme par exemple, on peut le voir avec l'exemple de la barge qui, en 1980, permettait d'accueillir quelques personnes, un véhicule, et qui aujourd'hui est beaucoup plus grande et peut accueillir des dizaines de véhicules et beaucoup de personnes. Cette dynamique démographique, elle est complètement différente de la dynamique de la France généralement, et en particulier de l'Hexagone, puisqu'on a une pyramide des âges d'abord qui est inversée, avec une population très jeune, où on a 46% des habitants qui sont âgés de moins de 15 ans selon l'INSEE. Et on a aussi un solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, qui est particulièrement élevé, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de naissances que de décès. Et ce solde naturel, il participe à environ 3% de la croissance démographique du territoire, alors qu'en France, en moyenne, on est sur 0,2% de croissance liée au solde naturel de la population. Donc, on voit les différentes dynamiques entre ce territoire et les autres territoires français. On a aussi un solde migratoire qui a un impact modéré sur cette évolution démographique et qui contribue à environ 0,5% de cette croissance sur le territoire mahorais. Je vais laisser maintenant la parole à Edia pour nous parler des impacts du changement climatique et de l'exposition du territoire aux risques naturels. Merci Céline. Donc, comme partout dans le monde, à Mayotte également, on observe une tendance nette au réchauffement. Comme on peut voir sur le graphique, et selon Météo France, la température moyenne a augmenté de environ 1 degré Celsius ces 40 dernières années. Mais ces effets sont autant plus visibles. Diapo suivante. Merci Céline. Donc, ces effets sont d'autant plus visibles qu'ils s'ajoutent à une crise de l'eau déjà structurelle à Mayotte. Par exemple, en saison sèche, les précipitations diminuent énormément, ce qui accentue les tensions sur les ressources. Avant 2023, pendant l'été austral, donc la saison des pluies ou humides, il arrivait qu'il y ait des coupures d'eau. C'était très rare, mais ils arrivaient. Et ces coupures étaient liées plutôt à la qualité de l'eau qui est altérée par le ruissellement urbain, par la boue ou les déchets. En revanche, durant l'hiver austral, donc la saison sèche, il n'y avait généralement pas de coupure, sauf pour certaines communes comme la commune de Bandrélé et Bouéni qui sont déjà contraintes à des restrictions drastiques. En 2023, donc l'année de 2023 a été marquée par le début de la crise de l'eau. C'est une crise inédite qui a frappé l'ensemble du territoire avec des coupures sur plusieurs jours. Par exemple, actuellement, on est sur 30 heures d'eau, 24 heures de coupure. Et en fait, de manière continue, les calendriers changent, les calendriers de coupure changent selon les précipitations.
Donc, certains ménages doivent se lever à 2 heures du matin pour remplir des bassines et des bidons pour tenir la journée. Donc, autre impact très concret du changement climatique à Mayotte, comme on peut voir sur la photo, la plage de Bondrélé. Donc, c'est l'érosion du littoral. À Bondrélé, donc le recul de trait de côte menace réellement des habitations, des routes, des lieux de vie. En octobre, par exemple, 2024, donc des habitants ont dû, il y a une portion de la route du littoral a été endommagée par des vagues de submersion marine. Chose il y a eu des cases en tôle qui ont été installées trop près du rivage, qui ont été arrachées. Certaines écoles ont été fermées à cause des vagues de submersion. Également, plusieurs personnes ont dû changer leur trajet quotidien pour éviter cette route. Mais ce n'est pas tout, parce que Mayotte est confrontée à une pluralité de risques d'origine naturelle. Donc en plus des cyclones, inondations, mouvements de terrain, un volcan sous-marin, le Fani Maouré, qui est apparu en 2018. C'est une éruption colossale, invisible à l'œil nu, mais révélatrice de la complexité. Oui, c'est ça, merci. De la complexité des risques. Cette éruption ou l'apparition du cyclone a été accompagnée par des séismes à répétition qui ont été ressentis sur l'ensemble de l'archipel entre 2018 et 2019 et qui ont valu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en 2019. Chose qui a créé une angoisse durable chez les habitants, avec des fissures sur les habitations et parfois une peur de dormir à l'intérieur. Plusieurs habitants, surtout de petites terres, dormaient dans les gymnases, surtout les gymnases et les terrains de foot. Diapo suivant, merci. Historiquement, Mayotte était relativement épargnée par les cyclones. Cependant, si l'on observe ces dernières années, on constate une intensification nette. On témoigne les effets du cyclone Chido en décembre 2024, qui a été l'un des plus violents et ravageurs jamais enregistrés sur l'archipel, depuis le cyclone de Kamissi en 84, avec des vents allant jusqu'à 210 km/h. Des quartiers de fortune entièrement détruits à Kaweni, à Tsunzu et ailleurs. Plus de 35 000 de bâtiments endommagés, selon les chiffres du Haut Comité français de la résilience nationale. Un tel événement a marqué un tournant. On ne peut plus considérer que ces phénomènes sont une exception. Et dès lors, on va commencer à passer on va plus être sur une gestion ponctuelle, mais plutôt sur un changement de modèle de gestion. À toi, Céline. Bernard? Oui, alors Chido, le 14 décembre 2024, diapositive suivante, Céline. Alors c'est un cyclone qui, selon Météo France, a suivi une configuration exceptionnelle. Pourquoi? Parce que la majorité des cyclones de la région frappent d'abord Madagascar, où ils perdent leur énergie, pour arriver affaiblis dans le canal du Mozambique. Or, cette fois, Chido n'a pas frappé Madagascar, il est passé légèrement au nord de Madagascar, et donc cet effet barrière n'a pas joué. Donc, Chido est arrivé en pleine puissance sur Mayotte et a frappé particulièrement le nord de l'île. Vous voyez le tracé, c'est véritablement le nord de l'île qui a été le plus affecté par la puissance du cyclone. Diapositive suivante. Bien sûr, que dire de Chido le 14 décembre, le jour même? Je pense qu'on peut faire référence à la sidération, c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent. Je pense qu'il y a eu une sidération de la part de la population. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sidération? Si on prend la définition en médecine,
C'est un anéantissement soudain des fonctions vitales avec état de mort apparente sous l'effet d'un violent choc émotionnel. Je pense qu'il faut retenir à la fois la violence physique du choc et aussi la violence émotionnelle. Il faut penser aux deux dimensions. Donc des vents très violents, des habitants barricadés, on était en alerte violette au niveau de la sécurité civile, donc interdiction de sortir, y compris pour les secours, pendant plusieurs heures. Diapositive suivante. Alors on a des vidéos qu'on vous a mis ici. Je ne sais pas, Céline, si on a le temps de cliquer sur une vidéo. Mamoudzou, après le passage du cyclone Chido, si tu cliques, en tout cas, c'est pour quelques secondes ou quelques très courtes minutes. Malheureusement, ça fonctionne pas, Bernard. J'étais en train d'essayer, mais du coup, comme vous aurez accès au diaporama, vous pourrez visionner les vidéos. De toute façon, le mieux, c'est de passer. Céline, diapositive suivante. Donc, ici, ces photos sont intéressantes. La photo de droite montre, on l'a vu beaucoup dans les médias, les bidonvilles qui ont été rasés, et puis les maisons qui ont perdu leur toit, décapitées. On va dire que beaucoup de maisons ont été décapitées. C'est une des caractéristiques de ce cyclone. Et puis sur les photos de gauche, il est intéressant de voir malheureusement cette route avant Chido et après Chido. Vous voyez l'effet dévastateur du cyclone sur la végétation qui a été véritablement dévastée dans certains secteurs de l'île. Diapositive suivante. Alors, les jours qui ont suivi Chido, eh bien, les ONG d'humanitaire et d'urgence se sont mobilisées. On voit ici sur un site, le 16 décembre 2024, un site gouvernemental, la liste des ONG humanitaires où finalement la population française peut donner, faire des dons pour permettre d'alimenter les premiers secours, que ce soit des soins, de l'alimentation ou d'autres besoins à satisfaire en urgence. Diapositive suivante. On a aussi un certain nombre d'initiatives privées d'individus qui spontanément cherchent à rendre service, à apporter leur aide à Mayotte. On voit ici une initiative qui a été prise par quelques personnes qui envisageaient de conduire des bateaux avec des vivres ou des secours de Madagascar jusqu'à Mayotte. Et c'est une initiative qui n'a pas pu véritablement aboutir dans la forme initialement prévue, parce qu'en fait, il a fallu, cette initiative s'est heurtée à des contraintes administratives, phytosanitaires, d'autorisation des bateaux à circuler. Voilà. Donc, tout ceci pour dire que l'aide d'urgence implique quand même beaucoup des associations ou des ONG qui sont professionnels dans la matière et qui sont organisées pour intervenir très vite. Donc, on peut leur apporter des dons et elles sont en mesure de les distribuer dans les meilleures conditions possibles dès les premiers jours. Des états des lieux, des bilans ont été tentés assez rapidement. Ici, ça a été fait par le Haut Comité français à la résilience nationale. Bilan qui fait état de 39 morts officiellement recensés. On sait qu'il y a eu des débats sur le nombre réel de décès. On n'a pas d'éléments plus précis à ce jour. 4000 blessés. Beaucoup de blessés qui sont des personnes qui ont quitté leur bidonville souvent au moment du cyclone et se sont blessés avec des tôles notamment. 210 000 personnes auraient été impactées selon Copernicus, 12 000 personnes hébergées dans les centres d'urgence, les bidonvilles rasés, 35 000 bâtiments et plus détruits ou endommagés, le centre hospitalier est gravement endommagé, de même que les stocks de bâtiments, les réseaux très affectés, réseau routier, réseau d'eau potable, de téléphonie mobile. Voilà, donc ça, ce sont tous les dommages, on va dire, humains et matériels. Diapositive suivante. Mais il ne faut pas oublier aussi des dommages qui sont moins visibles, mais qui sont également très importants. Citons en particulier la détresse psychologique de la population, le traumatisme vécu, une situation sanitaire qui a parfois été inhumaine dans certains centres d'hébergement. Ça n'avait pas été
prévues pour assurer une situation sanitaire satisfaisante. Bien sûr, des insécurités, des pillages, une dévastation du couvert végétal, une désorganisation des services publics locaux qui ont été affectés comme la population, un isolement des acteurs locaux entre eux puisqu'il y avait des problèmes de télécommunication, un tissu économique déstabilisé et puis l'aéroport endommagé. Donc on voit que l'impact sur le territoire est très profond et touche bien sûr à une dimension matérielle, mais également une dimension immatérielle importante. Diapositive suivante. Alors de là, on a commencé à extraire les besoins les plus urgents, bien sûr rétablir au plus vite les réseaux, électricité, eau, télécommunications, la mise en œuvre de mesures urgentes de prévention des risques sanitaires, donc gestion de l'eau, des déchets, pour éviter qu'une catastrophe sanitaire ne vienne surajouter à la catastrophe naturelle. Les diagnostics des bâtiments publics endommagés, prioritairement ceux qui servaient d'hébergement, et puis la réparation des bâtiments publics et privés lorsque celle-ci peut être assurée pour qu'ils puissent contribuer à la gestion d'urgence et au relèvement du territoire. Les besoins, toujours dans ces besoins, il y a des choses aussi plus immatérielles ou moins immédiates, le recensement des personnes et des organisations, les ressources mobilisables, quels sont les relais entre les interventions d'appui et les populations locales, la mise en réseau des personnes et des organismes ressources, une cartographie actualisable des actions engagées, l'identification et la définition de projets de reconstruction, d'aménagement. On voit donc au-delà des besoins vitaux immédiats d'apporter l'eau, la nourriture, l'électricité et les communications, d'autres besoins viennent très vite qui relèvent de l'organisation du territoire dans cette période de fonctionnement post-Chido. Quelles sont les ressources, comment les mettre en relation, bien les distribuer, éviter les redondances à des endroits et l'absence de ressources à d'autres. Beaucoup de problèmes finalement d'organisation qui sont avérés très vite importants. La réponse institutionnelle, je vais aller assez vite là-dessus parce que c'est pas le cœur de notre sujet de ce soir. Bien sûr, on a eu le président de la République est venu rapidement sur les lieux, des ministres également se sont déplacés. Diapositive suivante. Là aussi, vous avez une visio que vous pourrez regarder. Très vite, on a imaginé qu'il fallait un établissement public de reconstruction de Mayotte. Donc, c'est quelque chose qui a été légiféré. La loi du 24 février, on en a parlé. Le projet de loi Mayotte debout qui est en cours maintenant, qui a été présenté au Conseil des ministres. Voilà un petit peu. Les réponses institutionnelles se mettent en place, mais elles prennent aussi du temps à avoir des effets. Il faut le temps de mettre les choses en place, de constituer des équipes et avant qu'un certain nombre de projets opérationnels puissent voir le jour. Diapositive suivante. Et je crois que je passe la parole à Céline. Merci Bernard. Donc, ce qui nous a aussi marqué et ce dont on voulait parler, c'était la capacité autogénératrice de Mayotte, puisque Chido a vraiment révélé les capacités locales du territoire pour son relèvement, la richesse des acteurs locaux qui sont impliqués dans ce relèvement, et aussi à la suite, dans les tout premiers jours après le cyclone, on a vraiment vu des initiatives se multiplier pour assurer cette solidarité dans le contexte de la catastrophe. Donc on peut citer l'exemple du réseau interassociatif de Mayotte, qui est une initiative qui a été lancée quelques jours après le cyclone par des associations locales comme les Imaoré, l'ALEFPA ou POPAM. Et on a aussi eu un autre exemple d'initiative, c'est la création d'un site ressources qui s'appelle Chido Mayotte Info, donc qui dès le mois de décembre a pu être créé et qui permettait de recenser les personnes disparues, d'avoir un espace d'échange, donc un forum pour poser ses questions. Et aussi, on avait cette cartographie des points de ravitaillement et d'intérêt dans le contexte post-catastrophe. Cette capacité autogénératrice du territoire, elle
Elle met également en lumière l'importance de valoriser les savoir-faire locaux du territoire, puisque ceux-ci se révèlent d'autant plus essentiels dans le contexte post-catastrophe. Par exemple, sur le volet de l'agriculture, on a l'exemple du jardin maoré, qui est une technique agricole traditionnelle qui permet donc de diversifier les plantations et les cultures sur une même parcelle, et donc avec des bénéfices en termes de régulation du cycle de l'eau, de fertilisation des sols, de lutte contre l'érosion, comme on peut le voir sur l'image qui est donc issue du projet Les Élames, piloté par les naturalistes de Mayotte avec le BRGM. Et donc, dans ce milieu agricole, cette tradition et ce savoir-faire local a été particulièrement valorisé dans les tout premiers jours, dès les tout premiers jours post-catastrophe. On a aussi, dans le domaine de l'architecture, beaucoup d'initiatives qui se sont développées avec de nombreux architectes, urbanistes, acteurs du bâtiment bénévoles qui se sont structurés et mobilisés. On a l'exemple du mouvement Frugalité heureuse et créative, mais aussi du CAUE de Mayotte qui a joué un véritable rôle de coordinateur d'action locale dans ce domaine et qui a organisé par exemple des tables rondes tous les jeudis et organise toujours pour échanger sur les thématiques qui sont soulevées dans le cadre du relèvement du territoire. Je vais laisser la parole à Edia pour revenir au sujet de la place du local et de l'associatif. Merci Céline. Donc, je continue dans ce contexte. Comme Céline a expliqué, les ressources, en tout cas humaines, locales à Mayotte sont essentielles. Et elles sont surtout nombreuses et se sont renforcées surtout depuis la départementalisation en mars 2011, donc avec des agents de l'État, des techniciens de collectivités territoriales, des enseignants, des étudiants, des membres d'associations, des indépendants et encore plus. Donc cette diversité, elle compte aussi un tissu associatif très riche. À Mayotte, on compte plus de 5000 associations enregistrées qui, derrière ce grand chiffre, montrent une vraie diversité d'engagement qui va des associations de quartier ou de villages comme la Régie du territoire de Tingoni, la RTT, qui fait un travail essentiel, par exemple, sur la médiation sociale, des collectifs culturels comme Hip Hop Evolution, qui utilisent la danse comme levier d'expression et de sensibilisation des jeunes, des structures plus fédératrices comme les Maoré, ou encore, donc, oui, c'est ça, merci. Et encore donc d'autres associations qui sont intégrées dans des réseaux nationaux de type le CAUE ou la FPCLT, ce qui leur donne un poids dans le plaidoyer et dans l'ingénierie également. Mais malheureusement, donc ces acteurs, comme tout type d'habitants de Mayotte, et ils ont été durement touchés par le cyclone. Donc des locaux détruits ou inutilisables, des équipements perdus, ou même dans certains cas, donc des membres directement affectés physiquement ou moralement par des dégâts subis. Donc pourtant, ce sont eux réellement, et on l'a tous vu sur le territoire, qui étaient en première ligne pour la reconstruction humaine et sociale, surtout les premières semaines et les premiers mois. Ils relogent, ils réparent, ils étaient à l'écoute, ils animent, ils transmettent. Ils étaient vraiment présents. Chose que donc pour jouer, mais ça avait ses limites en tout cas. Et chose qu'on souhaite, c'est que ces structures-là puissent jouer pleinement leur rôle. C'est des structures qui ont été fragilisées et qui ont besoin de beaucoup de soutien pour se structurer et pour se projeter surtout. Et également, ils ont besoin de temps pour se réorganiser, de ressources humaines, matérielles et financières, de la reconnaissance, être intégrés surtout plus tard au niveau des dispositifs de reconstruction ou de réflexion à la reconstruction de l'île et être considéré comme un partenaire à part entière, de la formation
continue, que ce soit sur la gestion de crise, le montage de projets ou sur la communication au contexte d'urgence, des outils de coordination pour sortir de l'isolement qui a été amplifié pour certaines structures à cause de Shido, ou la mutualisation pour créer une synergie. Donc pour cela, on peut imaginer plusieurs projets, et je laisserai la parole à Céline pour la suite. Merci Edia. Donc effectivement, face à ce contexte, l'association, la FPCNT, a essayé de restructurer un plan d'action post-Shido, donc pas seul bien sûr, mais toujours sur ce principe de la co-construction avec son groupe local et donc les acteurs locaux mobilisés, dont vient de parler également Edia. Et donc ce plan d'action, il est structuré autour de 6 axes qui répondent à des besoins donc identifiés, qui sont le référencement et donc la mise en relation aussi des acteurs. La FPCNT, par son réseau à la fois en Hexagone et en Outre-mer, peut mettre en relation des personnes qui peuvent répondre à des besoins, des questionnements en local à Mayotte. Donc on a essayé dès les premières semaines de jouer ce rôle de mise en relation. De structuration également d'une ingénierie territoriale mahoraise dont parlera juste après Bernard, qui est une proposition de la FPCNT. On a également un axe sur la promotion de l'habitat robuste et adapté face à ces risques, donc qui était en fait l'axe sur l'habitat résilient sur lequel on travaillait, mais qu'on a modifié dans le contexte post-Shido avec des projets comme le développement d'un outil d'autodiagnostic de renforcement de son habitat dans le contexte post-Shido. On a aussi un axe sur la planification ou la replanification, où là on peut partager, aider les collectivités en partageant des ressources qui existent, par exemple sur la rédaction de son DICRIM ou alors sur les réserves communales de sécurité civile. Et l'axe 6 qui répond à un besoin de conserver la mémoire de cet événement, mais aussi de diffuser la mémoire d'événements passés pour nous montrer effectivement qu'il y a déjà eu des catastrophes dans le passé, qu'on peut se servir de retour d'expérience pour améliorer la gestion de cet événement. Et donc, il y a aussi un travail de recensement, de témoignages vidéo, écrits, en ce sens, et un travail aussi sur les mécanismes d'entraide qui ont pu être mis en place dans le contexte post-Shido avec la communauté mahoraise en Hexagone. Donc pour chacun de ces actes, la FPCNT travaille à définir des actions concrètes, dont je vous ai donné quelques exemples, avec ses partenaires qui sont notamment la préfecture, l'ADEAM, le CAUE, donc l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, l'université, des associations, des collectivités, aussi la MAPROM et d'autres structures, donc pour favoriser ces différents partenariats dans le cadre des actions post-Shido. Bernard? Oui, Céline, par rapport à l'ensemble de ces axes, on voulait mettre en avant une proposition qui nous paraît particulièrement importante pour valoriser la part du local dans le relèvement. Ça serait de créer une structure locale qui permettrait d'animer ce qu'on a appelé une ingénierie territoriale mahoraise au sens large du terme. Alors, quels seraient les objectifs d'une telle structure? D'abord, ça serait d'appuyer l'émergence des projets locaux en relation avec les forces vives du territoire, déployer des programmes, de monter en compétence des acteurs locaux, constituer une bibliothèque d'outils adaptés aux besoins et au contexte mahorais, porter des objectifs locaux et thématiques de résilience et de transition, suivre les avancées et les besoins locaux en matière de relèvement, assurer un lien avec l'aménagement ou la reconstruction des infrastructures essentielles. Donc on voit que avec ces différents objectifs, on aurait beaucoup de matière pour faire développer toute une ingénierie territoriale mahoraise, mais pour ça, il faut une structure locale qui assure cette animation. Et donc, cette structure, elle aurait pour vocation de couvrir de façon transversale l'ensemble des thèmes portés en propre par d'autres acteurs. Ces thèmes, ça peut être l'aménagement urbain et l'habitat, ça peut être l'agriculture et l'alimentation, ça peut être la gestion locale de l'eau, ça peut être des activités culturelles et artistiques, la gestion des risques,
Et donc, assurer une transversalité par rapport à toutes ces thématiques, c'est une véritable fonction d'animation qui serait très précieuse pour développer la part du local dans le relèvement de Mayotte. Et donc, on a employé le terme de structure qui serait tuteur de résilience du territoire mahorais. C'est la même diapositive qui est 2 fois, Céline. Voilà. Merci beaucoup Bernard et Edia. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Donc, on va passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions posées dans le chat et dans l'espace questions. Alors, je vais commencer avec une question de Stéphane Cartier. Bonjour. Qui nous pose la question de la quid de la destruction de la mangrove protectrice du littoral, et quid du transfert d'expérience entre Madagascar et Mayotte et aussi échange avec les Antilles. Edia, est-ce que tu souhaites répondre concernant la destruction de la mangrove? Oui, alors de ce que j'ai vu personnellement, en vrai, la mangrove, elle a pas été directement impactée. En tout cas, les plantes n'étaient pas impactées, mais elles ont perdu toutes leurs feuilles. Mais il n'y a pas eu de destruction massive de mangrove comme on peut l'imaginer. Elle a très bien tenu. C'est vraiment les feuilles qui sont parties et là, elles sont en train de récupérer leurs feuilles et c'est de plus en plus vert. Et concernant le transfert d'expérience entre Madagascar et Mayotte et les Antilles, justement, ce besoin s'est fait vraiment encore plus ressentir après la catastrophe. Un besoin de se centrer sur la coopération régionale plus que sur de la coopération avec l'Hexagone ou d'autres territoires éloignés. Donc, des initiatives se développent en ce sens. Et Dia, je te laisserai compléter si tu as des éléments là-dessus. Et par rapport à la coopération ultramarine également, comme je le disais, au niveau de la FPCNT, on essaye de la favoriser du fait de notre réseau ultramarin, en mettant par exemple en relation la Martinique et Mayotte par rapport au développement de réserves communales, de sécurité civile ou sur d'autres thématiques. On a aussi des projets sur la solidarité interassociative qu'on peut valoriser entre La Réunion et Mayotte et sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui émerge comme besoin et auquel on essaye de répondre. Et Bernard et Edia, n'hésitez pas à compléter si besoin. Oui, la dimension ultramarine, c'est vrai que on ressent l'intérêt du réseau FPCNT ultramarin parce que effectivement les problématiques sont souvent proches entre les différents territoires ultramarins. Les risques sont aussi très très proches. Alors on essaye aussi de faire circuler l'information des retours d'expérience entre Irma en septembre 2017 qui a frappé les Antilles et puis Chido. On essaye de faire circuler ces retours d'expérience, mais c'est pas. Il faut aussi créer des outils pour ça. Donc on s'aperçoit à l'usage qui peut-être qu'il y a des outils à créer pour capitaliser. Alors c'est un peu aussi un des projets de la FPCNT d'ailleurs, de capitaliser sur le retour d'expérience de Chido et du relèvement post-Chido pour générer des outils qui peuvent être utilisés, qui pourront être utilisés dans les prochaines années si un événement du même type se produit ailleurs sur un autre territoire ultramarin. Il ne faut pas le souhaiter, mais ça peut arriver. Et donc, essayer d'anticiper ces besoins de transfert de connaissances, notamment, entre les différents territoires ultramarins. C'est aussi un des projets de notre travail sur Mayotte. Merci Bernard. Il y a une question concernant l'eau potable à Mayotte. D'où provient la ressource? Oui. Alors, la ressource, elle vient essentiellement des captages. Donc, des captages d'eau de surface. À Mayotte, on a 2 retenues collinaires. La retenue collinaire de Combani et de Dzoumonier. Normalement, il y a un projet de 3e retenue collinaire dont le président a parlé hier. Donc,
probablement ça va se faire. Ça vient aussi donc de forages. Il n'y a pas beaucoup de forages à Mayotte. Les forages sont plus centrés dans le sud et le centre de Mayotte, mais c'est pas vraiment la source principale. Merci beaucoup, Edia. Une question en ce qui concerne l'évolution des besoins. Quelle est la part de ce qui est prévisible, planifiable et de ce qui ne l'est pas? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire des déchets générés par le cyclone? Sur l'évolution des besoins, Edia, peut-être que tu peux répondre. Alors après le cyclone, il y a eu une explosion, en tout cas, de production de déchets sur l'île. Mais à mon sens, en vrai, si je me permets, je pense que la gestion de déchets à Mayotte post-cyclone, c'était la chose qui s'est le mieux passée. Il y a eu une très bonne gestion de déchets. Il y a eu même une gestion qui a permis de trier, qui a permis du réemploi pour certains chantiers. Ça, c'est plus pour les déchets donc de construction. Pour les déchets organiques, c'était plus dur. Donc pour les déchets organiques, c'était même très très dur pour les habitants parce que les déchets se sont accumulés. Non, ce que je dis déchets organiques, non, pour les déchets humides, donc les déchets ménagères. Donc ça s'est accumulé et après ça a été traité assez rapidement. Mais la gestion de déchets, elle était vraiment très réussite en tout cas, je trouve. Merci Edia. On a une question sur la provenance des matériaux de construction avant et après Chido. Et est-ce qu'il y a eu des changements? En fait, l'importation, en tout cas, de matériaux de construction est quelque chose de très réglementé par l'État, par les normes françaises et les normes européennes. Donc, réellement, on peut pas importer. C'est pas En fait, le cyclone, il peut permettre d'alléger la législation peut-être pour pouvoir importer, mais ça n'a rien changé. Il y a déjà en fait le besoin d'importer du bassin, en tout cas de l'océan Indien et de se rapprocher plus. Ça, c'était une question qui a été vraiment qui était en cours de discussion, en tout cas avant Chido. Il y a du travail au niveau de l'État et de l'Europe pour alléger les normes françaises et européennes pour que Mayotte et certains territoires d'outre-mer puissent importer donc des matériaux de construction de pays voisinantes, donc comme Madagascar, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et tout. Mais post-Chido, ça n'a rien changé. Le projet est toujours en cours de réalisation. Ça n'a rien changé. Ça participera peut-être à accélérer donc l'étude de ces allègements, mais pas de changement pour l'instant. Merci Edia. Je continue avec les questions donc, de Catherine, Jean-Baptiste. Comment fonctionnaient les réseaux sociaux avec la défaillance des réseaux mobiles et électriques? Est-ce que c'était quand même possible de communiquer via les réseaux sociaux? Bon, Elon Musk. En fait, il y avait plus de réseau du tout. Les seules personnes qui continuaient à avoir des réseaux, c'est les gens qui avaient les Starlink. Et ces gens-là, très rapidement, ils ont mis à disposition leur Starlink, que ce soit pour des hôpitaux ou pour des collectivités, où ils faisaient vraiment des rondes. Moi, dans mon village, la personne qui avait le Starlink, elle allait à la mairie le matin pour permettre d'appeler la préfecture. Vers midi, elle vient sur la place du village pour permettre donc aux habitants d'appeler leur famille. Et l'après-midi, c'est au CHM de Cagnes. C'était comme ça, et la personne, elle faisait le tour tous les jours. Et je pense que c'était le cas dans chaque commune presque. Merci Edia. On a une autre question de Catherine.
On a parlé de 5000 associations. Combien sont réellement actives et se renseigner? J'imagine que c'est difficile d'avoir cette information parce que ce sont parfois des micro-associations dans divers domaines. Oui, j'ai essayé de chercher la réponse sur Internet. Là, j'ai pas trouvé des sources fiables, sauf Hello Asso. Donc, je pense que vous la connaissez toute, la plateforme dédiée aux associations. Et la plateforme, elle compte 556 associations référencées et qui utilisent activement la plateforme. C'est le seul chiffre plus ou moins sûr que je peux vous donner. Merci Edia. Une question de Thierry Ménager. Comment s'est fait de l'estimation des dégâts au début et progressivement? Alors peut-être que pour répondre, en tout cas les informations qu'on a données ce soir, ça a été établi par le Haut Comité français à la résilience nationale, qui a une compétence pour établir ce type d'état des lieux après catastrophe. Donc je pense qu'il mobilise d'une part des données satellitaires et d'autre part des données par les gestionnaires de réseau. En contactant les différents gestionnaires de réseau, on a des informations. Après, sur le terrain, je ne sais pas s'il y avait beaucoup la capacité de faire des états des lieux. Alors, il y a eu des états des lieux bâtimentaires, de fait, notamment grâce à l'action du CAUE et puis à les villes qui sont bien structurées comme Mamoudzou. Donc, il y a eu des états des lieux bâtimentaires assez précis qui ont été faits dans des secteurs de ce type. Il peut y avoir des états des lieux qui ont été faits dans certains autres secteurs que je ne connais pas. Mais là aussi, on n'a pas eu, en tout cas, j'ai pas connaissance d'états des lieux très très précis récents suite à Chido. Effectivement, il faudrait qu'on sache s'il y a des bilans qui ont été faits plus précis et plus actualisés que ce qu'on a eu dans les semaines qui ont suivi. Merci Bernard. Edia, tu voulais compléter? Juste oui. Au début, c'était aussi par rapport aux dégâts, c'était beaucoup la sécurité civile et la protection civile, qui même au niveau à la radio, ils donnaient des estimations et des chiffres. D'ailleurs, c'est de là où s'est sorti le chiffre de 60 000 morts. Après, comme disait Bernard, donc il y avait pas mal d'états des lieux bâtimentaires, surtout des bâtiments, donc des collectivités territoriales. Donc toutes les collectivités de Mayotte ont engagé des architectes pour réaliser des états des lieux. Et aussi, donc il y a la préfecture qui a envoyé une fiche. C'est une sorte c'est comme si on faisait du métré. C'est une fiche où on remplit donc par mètre linéaire ou par mètre carré notre estimation des dégâts, et après il y a des prix affichés à côté. Donc on a fait ça au niveau de la collectivité, en tout cas bâtiment par bâtiment, et à la fin il y a un prix total. Et en fait la préfecture avait demandé à toutes les collectivités de remplir ce document. Voilà. Merci Edia pour ce complément. Une question de Philippe Garnier. Est-ce qu'il y a une cartographie thématique des initiatives en cours? Ça, c'est un des projets de la FPCNT, justement, où on essaye de recenser en fonction de plusieurs thématiques, donc la prévention et gestion des risques, la reconstruction au sens propre, bâti, santé et eau, notamment sur ces thématiques-là. On essaye de travailler à recenser les acteurs qui ont été impliqués et qui sont toujours impliqués. Et l'objectif, c'est de faire le lien avec notre cartographie des acteurs de la réduction des risques qui existe sur le site de la FPCNT. Donc, c'est un travail, en tout cas, qu'on essaye de développer. Je regarde les autres questions. Une question de Frédéric Tatou. Une seconde question que l'on peut se poser avant même la présentation du projet de structure transverse qui paraît intéressante. Comment concevoir une articulation efficace entre l'assistance des administrations, des ONG et des acteurs locaux, avec en plus celles potentiellement issues des territoires proches? Bernard, est-ce que tu veux répondre?
Oui, sans avoir véritablement d'éléments pour répondre, la coordination, ben, elle est d'abord faite par la cellule de crise qui est mise en place par la préfecture et par les collectivités qui chacune mettent en place des cellules de crise. Donc ces cellules, elles ont aussi vocation à faire de la coordination. Mais là, on est vraiment sur la crise, sur les situations d'urgence qui durent, hein, parce que la cellule de crise de la préfecture de Mayotte a duré jusqu'à un temps récent. Je ne sais pas si elle est toujours active. En tout cas, récemment, elle était encore active. Après, sur les actions de reconstruction proprement dites, euh, la coordination s'est faite de façon un peu spontanée. On a cité le cas du CAE qui a assuré une belle coordination pour tout ce qui était bâtimentaire. Il peut y avoir des acteurs locaux qui aient assuré sur certains thèmes des actions de coordination. Et ensuite, on peut penser que l'établissement public de reconstruction de Mayotte aura aussi vocation sans doute à coordonner un certain nombre de choses. Mais là, on n'a pas de visibilité effectivement aujourd'hui sur les structures de coordination de la reconstruction. Enfin, pour ce qui concerne la FPCNT, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses de prévues, mais on n'a pas d'informations. Merci Bernard. Pascal Pierre-Louis propose aussi de nous mettre en relation avec la structure Mayotte InTech, qui regroupe donc des acteurs de Mayotte qui font des propositions en termes d'innovation. Donc ça peut aussi être intéressant d'être en lien avec eux. Merci Pascal. Patrice Lopez nous indique également que concernant la coopération anti-Mayotte, il y a la conférence effectivement début juillet des rencontres nationales de l'ingénierie territoriale à Toulouse qui propose des choses sur ce transfert de connaissances. Ensuite, on a une question de Stéphane Cartier. Est-ce que les bâtiments institutionnels ont bien tenu? Edia? Alors, pas tous, mais la majorité a plutôt bien tenu, mais ils ont tenu, mais tout en subissant des dégâts qui les rendaient inexploitables. Donc au niveau du CHM, il y a eu des gros dégâts. Pendant quelques semaines, il y a eu une partie du CHM qui a été fermée pour rénovation. C'est pour ça qu'ils ont installé donc un hôpital dans des tentes. Au niveau de la préfecture, pareil, donc pas de dégâts, pas de destruction du bâtiment, mais plus de dégâts, des infiltrations, perte de matériel. Mais les établissements, en tout cas, qui ont le plus, je pense, souffert et qui ont subi des très grands dégâts, c'est les écoles. C'est les établissements scolaires. Voilà. Mais les mairies, les services de l'État et tout, non, pas du tout. Il y a eu des dégâts, mais pas énormes. Merci, Edia. Martial Zimmerman indique que certains experts de sécurité civile ont aussi été mobilisés pour vérifier les bâtiments officiels. Effectivement, c'était bien le cas. Et est-ce qu'on peut dire 2 mots du rôle des architectes de l'urgence en post-catastrophe? Est-ce qu'ils ont joué un rôle? Quel était leur rôle? Alors, les architectes de l'urgence, ils sont venus en appui pour les diagnostics. Ils ont été essentiellement mandatés par l'État pour faire un premier diagnostic, disons, d'urgence, vraiment très sommaire, visuel, qui a permis, en tout cas, de comprendre plus ou moins l'état des bâtiments. C'était essentiellement les bâtiments scolaires et les bâtiments des collectivités, donc de type CCAS, locaux de hôtels de ville, des choses comme ça. Mais ce travail, il a été en tout cas complété dans un deuxième temps par des diagnostics plus structurels et plus détaillés. Ils ont aussi intervenu
en faisant des diagnostics pareils, visuels, sur sur des logements chez des particuliers pour identifier les types de désordres qui se répètent. C'était ça. Merci Edia. Est-ce qu'on constate que les habitats informels sont en reconstruction? Ben oui, ils sont. La quasi-totalité est déjà reconstruite, effectivement, puisqu'il s'agit d'une urgence et de la survie, en fait, de pouvoir avoir un toit. Donc, c'était rapide, en tout cas, sur la reconstruction de l'habitat informel. Est-ce qu'on a un contact à proposer en termes de traitement des déchets dans l'éventualité d'une réflexion au niveau de plusieurs DROM? Oui, je peux vous donner le contact. Donc, c'est une question de Frédéric Tatou. Donc, on vous transmettra le contact. Et enfin, la Croix-Rouge française a le Pirois, effectivement, la Pirois, pour coordonner ses actions dans les territoires de l'océan Indien. Peut-être qu'ils peuvent servir de base pour le type de structure de coordination. Pour l'instant, la Pirois était un peu en stand-by sur l'action de prévention, de sensibilisation à Mayotte et de coordination. Donc, ils interviennent effectivement en contexte d'urgence, mais c'est en cours de réflexion sur une implantation plus durable et plus forte de la Pirois sur le territoire. Après, effectivement, à voir dans la réflexion comment les associer à cette structure d'ingénierie territoriale, de coordination. Ben, je vous propose qu'on prenne, il reste 2 questions et après on va pouvoir terminer comme c'est un format assez court. Je vais prendre une question donc de Catherine Jean-Baptiste sur est-ce qu'il y a des moyens correctifs qui sont prévus vis-à-vis de la défaillance des réseaux mobiles? Ça pourrait servir en termes de retour d'expérience pour des situations similaires aux Antilles, par exemple. Pas à notre connaissance. En tout cas, pas à ma connaissance. On n'a pas cette information. Une question aussi sur les retenues collinaires. Est-ce que c'est bien pour l'eau agricole? Les seuls forages pour l'AEP, cela me semble insuffisant. L'eau pluviale traitée peut être une piste avec dérogation. Question. C'est plus une réflexion. Alors, mais vas-y, Edia. Les retenues collinaires, c'est pas pour donc l'usage agricole, c'est pour faire de l'eau potable. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre écoute. On espère que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à revoir, à partager le replay donc, qui est accessible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. On mettra aussi le diaporama et vous pouvez retrouver nos contacts mail aussi sur le site si vous avez d'autres réflexions ou besoin de mise en relation sur ces thématiques-là. À bientôt pour les nouvelles sessions du cycle de webinaire 1 heure pour comprendre. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir.